question centrale, c'est une question de capacité, une capacité d'obtenir de bons partenariats, de bons accords. Par exemple, Glasgow, l'année dernière. Après Glasgow, beaucoup de personnes sont venues me voir et m'ont dit « Chox, mais comment est-ce que ça se fait que l'Afrique du Sud réussit à obtenir un tel accord et pas nous ?» La raison principale, c'est que l'Afrique du Sud dispose de grandes capacités de négociation. Il dispose des finances, de l'infrastructure et d'autres aspects qui leur ont permis d'obtenir de bons résultats et ont rendu plus plausible leur candidature. Dans beaucoup de pays, nous, les pays pauvres, n'avons pas forcément le cas d'obtenir ces bons accords. Et cela s'est manifesté à différents niveaux la semaine dernière. Maybe Owen du Nigeria, nous avons discuté de 12 milliards de dollars en dommages et intérêts qui doivent être payés à des investisseurs étrangers du fait de défauts de contrats au Nigeria. Et si vous lisez entre les lignes, vous vous rendrez compte que certains commentateurs qui disent que les contrats étaient en fait injustes vis-à-vis de ceux qui les avaient signés du côté nigérian. Et les négociateurs, s'ils avaient vraiment su ce qu'ils signaient, ils n'auraient jamais signé cela. En fait, ce serait plutôt les investisseurs étrangers qui doivent de l'argent au Nigeria et ce à hauteur de 23 milliards. Encore une fois, vous voyez, c'est une question de rapport de force. Parfois, vous avez aussi une entreprise qui est redevable de 496 millions de dollars pour différents minerais. Et on peut aussi prendre l'exemple du pétrole. Au Nigeria, encore une fois, des choses ont été mises en place avec Total, Shell, BP, et cela a coûté 2 milliards de dollars au Nigeria. Donc on voit qu'il y a des exemples très pratiques qui démontrent bien comment le Nigeria et comment d'autres pays en Afrique paient déjà la note du manque de capacité de négociation de bons contrats. Et aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a beaucoup de corruption, surtout pour le gaz en Afrique et l'hydrogène. Et ces ressources sont très critiques, comme vous l'avez dit dans votre introduction, et absolument indispensables pour avoir une bonne position. Le fait que l'Afrique profite ou non de ces accords, dépend vraiment de leur capacité à négocier des contrats probants. Nous voyons que la transition est déjà en train de se produire au niveau du dialogue, mais pour l'instant, je vous ai donné l'exemple du Nigeria, mais malheureusement, les contrats et la non-capacité à mener de bonnes négociations est le problème principal. L'Europe et le reste du monde, par le biais d'organisations comme CONEX, peuvent permettre aux Africains d'avoir une meilleure situation. Je crois que tout le monde profiterait d'avoir une Afrique qui soit plus autonome et une Afrique qui dispose vraiment de contrats qui soient plus justes. On ne peut pas croire qu'on peut fermer des installations à grande échelle ou à stagner ou à accepter une stagnation du développement. Parce qu'on y parle ici des recettes fiscales, on y parle de la souveraineté du gouvernement s'il n'y a pas d'accord ou de proposition en contrepartie. Et il faut également que cet accord, cette position soit compétitif et sur un pied d'égalité avec l'alternative qui serait à continuer à produire ou extraire les carburants fossiles. Nous avons l'impression qu'il y a deux composants, deux volets. Le premier porte sur la question comment on peut assurer une évaluation équitable entre deux alternatives. C'est un scénario d'une poursuite d'une certaine production par rapport à l'arrêt de cette production. C'est certainement possible, mais complexe. Comme mes collègues et moi-même, nous travaillons avec des gouvernements, nous travaillons avec des modèles économiques, avec des scénarios, des cas de figure, avec des conditions, des préalables différents.
pour établir ou pour calculer les recettes ou les revenus qui vont avec certains modèles. Et puis, on peut également chiffrer la valeur des installations à l'heure actuelle. Il y a des modèles qui existent et le travail de Connex consiste à créer le lien entre ce type de modélisation et les décisions prises par les gouvernements. Nous sommes encore tout au début, mais on pourrait prendre un champ de pétrole et puis qui est sous prospection, et puis on peut calculer 2 scénarios. Quelles seraient les recettes futures si ce champ de pétrole sera exploité vis-à-vis l'alternative de ne pas explorer, de ne pas utiliser ce champ de pétrole. Je pense que c'est très clair qu'il nous faut des capacités très diverses. J'avais mentionné quelques exemples. J'avais donné quelques exemples du Nigeria, des exemples très récents. Nous avons dû payer 400 millions de dollars à une multinationale étrangère. C'était les erreurs que le gouvernement avait commises. Il y avait des expatriés qui étaient venus de l'étranger. Ces expatriés ont analysé les contrats et les experts ont trouvé que cette entreprise se trouvait déjà dans une situation très difficile et il était tout à fait possible que cette entreprise aurait se retrouvé en instance de défaut. C'est-à-dire que si le gouvernement n'avait pas annulé le contrat ou avait tout simplement invoqué une clause dans le contrat, dans le chapitre 12 du contrat, d'une manière intelligente, le gouvernement aurait évité le paiement des dommages-intérêts et en contrepartie, l'entreprise aurait pu demander 25 millions de dollars de la part de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de connaissances juridiques du côté nigérien. Johnny a également souligné un manque ou un déficit de connaissances ou compétences très importantes et c'est le savoir-faire des modélisations financières. Souvent, les ministères, même au plus haut niveau, les modèles financiers, la modélisation fait défaut pour bien chiffrer les recettes, les bénéfices qui pourraient être engendrés avec un contrat. C'est-à-dire, il nous faut le savoir-faire juridique, il nous faut également la capacité de faire une modélisation financière et même la capacité de faire une modélisation intégrée. Je suis à la tête d'un projet qui s'appelle le projet de décarbonisation des passerelles pour le Nigeria. C'est un projet qui a été annoncé par le projet. Nous souhaitons devenir neutre en émissions CO2 d'ici 2060. Ceci a été annoncé par notre président lors de la conférence de climat de Glasgow. Et ce projet, en fait, ignore certains secteurs très importants, tels que l'agriculture ou l'aménagement urbain. La portée de ce projet, de ce programme est très étroit et se limite au gaz et nous n'avons pas encore accès aux données qui sont à la base de cette annonce qu'il y aura la neutralité climatique dans notre pays d'ici 2060. C'est presque absurde. Si c'était pas si triste, on pourrait en fait rigoler ou plutôt pleurer. Pour ce manque de données, nous avons maintenant commencé à développer nos propres modèles et notre propre base de données pour bien remettre en question ce plan de la neutralité climatique d'ici 2060.